Morning. Bonjour. Avant de commencer, est-ce que on va permettre aux communications de faire des photos pendant les témoignages? Bon, je vois qu'il y a quorum et nous allons donc commencer. Honorables sénateurs, mesdames et messieurs, merci d'être ici aujourd'hui. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook Live, pendant que nous poursuivons nos discussions sur la question relative aux droits de la personne des détenus dans le système correctionnel, la réunion d'aujourd'hui va porter sur l'expérience des Noirs dans les prisons fédérales pendant le mois de l'Histoire noire. Je voudrais que les sénateurs commencent par se présenter à ma droite. Welcome. And Kim Pate from Ontario, and I just want to take this opportunity. It's Valentine's Day, and one. Nous sommes aujourd'hui le jour de la Saint-Valentin. La première carte de la Saint-Valentin avait été envoyée par un détenu ou un gardien de prison. Bon, alors merci. Excusez-moi de cette longue introduction. Welcome. Welcome. And I'm Wanda Thomas Bernard, chair of the committee, and I'm from Nova Scotia. So for our first Donc, pour notre premier groupe, nous accueillons par vidéoconférence Teresa Halfkenny, qui est présidente du comité consultatif régional ethnoculturel pour la région de l'Atlantique. Je voudrais signaler à tout le monde qu'il va peut-être y avoir des problèmes techniques avec le son et on va faire de notre mieux. On va commencer par vous, Madame Halfkenny, et ensuite on va parler à Natalie Charles. Si on ne peut pas continuer aujourd'hui à cause du son, vous devrez revenir un autre jour. Mais nous allons commencer et la parole est à vous. Je suis présidente. Malheureusement, on ne peut pas entendre votre témoignage, alors on devra recommencer un autre jour. C'est merveilleux quand ça fonctionne. C'est un problème pour les interprètes. On ne peut pas aller de l'avant si les interprètes ne comprennent pas. On va donc communiquer avec vous plus tard pour vous entendre une autre fois. Un instant, je vais confirmer avec le greffier. Si vous en avez le temps, restez à l'antenne et vous pouvez écouter Madame Charles. So we're very pleased. Donc, nous sommes très heureux pour notre deuxième intervenante aujourd'hui, qui va se joindre à nous maintenant. Nous accueillons donc Madame Natalie Charles, qui est ici à Ottawa. Elle va nous parler de ses expériences comme personne qui a été une détenue dans le système fédéral. Et elle a l'appui de Madame Sophia Graham Ramsey, que nous avons rencontrée la semaine dernière à Kitchener. Et elle fait aussi partie du comité consultatif ethnoculturel pour l'Ontario. Donc, Madame Charles, allez-y.
Je sais que vous voulez nous parler de votre histoire, de votre expérience, et ensuite les sénateurs vous poseront des questions. Allez-y. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Natalie Charles et je suis de Toronto. Je veux vous parler de mon histoire à moi parce que j'ai été moi-même une jeune contrevenante et j'ai aussi été accusée comme adulte. Alors, mon histoire est un peu différente. Je peux vous en dire un peu sur mon compte. Je suis un peu nerveuse, alors ma voix tremblote un peu. J'ai eu des démêlés avec la justice à un très jeune âge. J'avais quelque chose comme 13 ou 14 ans, jusqu'à ce que j'ai dans le milieu de la vingtaine. Maintenant, comme jeune contrevenante, j'étais un peu stupide. J'avais un petit ami et j'ai eu des problèmes à cause de batailles et parce que j'étais désobéissante. Comme adulte maintenant, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été mêlée à des choses auxquelles je n'aurais pas dû être mêlée. Et c'est pour cela que j'ai été détenue plus tard. Le fait d'être détenue, ça m'a donné des leçons positives et négatives. Pour le positif, vous ne voulez pas retourner en prison, c'est sûr. Vous ne voulez pas décevoir votre famille ou vous décevoir vous-même. Ce qu'il y a de négatif, c'est que vous allez rencontrer des gens qui sont mêlés au type d'activité que vous aviez, ou encore pire, et vous établissez des liens avec d'autres personnes qui sont dans le pénitencier. Ce n'est pas une bonne chose. Aussi, il y a beaucoup de racisme, de violence, de déception au sein du système pénitentiaire lui-même. Si les gardiens venaient d'une certaine région, on vous mettait dans une cellule particulière pour que vous vous fassiez blesser, par exemple. Et il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce que ça m'a montré, surtout, c'est que on ne doit pas avoir de démêlés avec la justice. J'ai maintenant 39 ans et j'ai maintenant du mal à cause de mon casier judiciaire qui est comme un nuage au-dessus de ma tête qui ne peut pas disparaître. J'essaie tout ce que je peux. Maintenant, je me suis enrôlée dans le programme parajudiciaire et je vais avoir terminé en avril. J'ai demandé un pardon et ça m'a pris 5 ans avant d'avoir des nouvelles. Et malheureusement, ce n'était pas de bonnes nouvelles quand j'ai eu des nouvelles, mais j'ai quand même présenté une nouvelle demande et j'ai encore 1 an avant d'avoir d'autres nouvelles. Ça va être en août. Maintenant, il y a mon casier judiciaire vraiment me cause énormément d'obstacles parce que tous ceux à qui je présente une demande d'emploi veulent vérifier le casier judiciaire. Il me semble donc que je suis à un point mort, mais il y a toujours un moyen et je fais vraiment tous mes efforts pour surmonter mon passé parce que ça a vraiment touché mon avenir. Et si vous pensez que vous allez vous en tirer, le fait est que le casier judiciaire constitue un obstacle énorme pour la vie des gens. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres programmes disponibles, par exemple pour les jeunes contrevenants. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, il y avait un travailleur judiciaire pour
les Noirs. Et c'était un peu comme la société John Howard ou la société Elizabeth Fry, mais c'était plus pour notre culture. C'était Howard Johnson. Et s'il y avait 30 personnes, il fallait parler à 30 personnes, alors que ce travailleur judiciaire nous avait le temps de nous parler pour obtenir des cautions, par exemple, cautionnement pour parler à nos avocats aussi ou des garanties judiciaires. Et c'est pour moi, quand j'étais détenue, ma sœur, qui avait peut-être 2 ans à l'époque, c'est ça qui m'a fait changer ma vie. Je ne voulais pas qu'elle connaisse la même chose que moi, qu'elle soit incarcérée à son tour, que soit elle aussi à un endroit si sombre. C'est, je, j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, je peux vous sourire parce que j'ai fait beaucoup de chemin et j'espère qu'on pourra instaurer quelque chose pour les Canadiens africains qui va leur donner un peu plus d'appui dans tous les domaines, même dans le système scolaire, pour montrer aux gens quelles sont les conséquences d'un casier judiciaire pour la vie future. Parce que nous avons déjà un certain profil, soit que votre pantalon tombe un peu sur les genoux. Ce serait bien d'avoir quelque chose d'autre, quelqu'un qui puisse renseigner la communauté sur ce que nous devrions faire, les objectifs qu'on doit fixer. Quand j'ai commencé à avoir des activités criminelles, j'avais un conseiller et je lui ai dit que je voulais devenir avocate. Et il m'a dit, eh bien, tu es peut-être un peu trop vieille et tu es enceinte, peut-être que tu devrais plutôt faire autre chose. Maintenant, je n'avais plus d'objectif, je n'avais plus de but. Et cela a fait que j'ai eu d'autres démêlés avec la justice et le fait d'avoir un système de soutien pour les jeunes est très important. Pour les adultes, je pense qu'il devrait y avoir un programme de réhabilitation. Moi, mon fils a maintenant 11 ans. Ça fait peut-être 15 ans que je n'ai pas eu de problème. Et je voudrais bien qu'on considère que j'ai été réhabilitée, mais j'entends encore que ça se fasse. Et mon avenir en dépend. Ma mère est morte il y a une dizaine d'années et ma sœur, je m'occupe d'elle depuis qu'elle a 15 ans. Quand mon fils avait 1 mois et demi, ma sœur avait 10 ans à l'époque. Quand ma mère est morte, ce n'était pas que je devais faire tout cela, mais les autres comptaient beaucoup sur moi. Et j'ai vraiment besoin d'un coup de pouce. Et je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 5 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je suis très différente de ce que j'étais à l'époque et j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose qui existe qui nous permette d'aller parler pour expliquer ce qu'on a fait pour la communauté, ce qu'on a fait pour se réhabiliter soi-même, pour devenir une bonne citoyenne. Merci beaucoup, Madame Charles, de votre témoignage. Les sénateurs ont des questions. On va commencer par la sénatrice Atulajan. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Charles, d'être venue nous parler aujourd'hui. Je pense que vous avez très bien fait. Ça fait déjà 15 ans
nous savons que les choses doivent changer, qu'on a besoin d'un système de soutien pour les jeunes contrevenants notamment. La semaine dernière, quand nous avons visité le pénitencier pour les femmes, on a entendu toutes sortes de choses. Et je ne veux pas répéter certaines choses qu'on nous a dites, certaines injures. Et si on fait quelque chose que les gardiens n'aiment pas, si vous protestez trop, on pense que vous voulez défier l'autorité. Et à ce moment-là, tous les autres gardiens vont peut-être vous lancer des injures. Ils vont essayer de vous attaquer à la salle de toilette ou dans vos cellules. Et parfois, ils viennent dans votre cellule, 2 ou 3 d'entre elles, pour vous attaquer. Mais c'est vous qu'on va considérer comme faisant obstruction à la justice. Et on va vous mettre en isolement. Et ça m'est arrivé bien des fois, simplement parce que j'essayais de me défendre. Je n'avais absolument rien fait de mal. Mais peut-être que je parlais trop forte, que j'étais trop belligérante. C'est ce qu'on m'a dit. Nous avons également entendu qu'un grand nombre de ces expériences conduisent en fait à se faire battre si l'on se plaint. Non, on ne peut pas se plaindre parce que ça déclenche un cercle vicieux. C'est comme dans un rapport avec la police. Si vous voulez vous plaindre, il faut vous plaindre au sergent de police. Et donc à ce moment-là, ils vont ils vont peut-être en parler à leur supérieur, mais c'est toujours la police qui s'occupe de l'affaire. Alors, s'il y avait un organisme indépendant, extérieur au service de police ou au service pénitentiaire, vous auriez une chance. Et alors à ce moment-là, il y aurait des quantités de plaintes qui seraient présentées, mais on a peur de se plaindre. Et c'est eux qui tiennent votre vie en main. Et d'après les expériences qu'on a eues, effectivement, on se fait battre ou on se fait molester. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous appuyer au moment où vous vous êtes senti un peu seul ou très seul? Est-ce que quelqu'un est venu pour vous aider? Est-ce qu'il y a des éléments, des gens qui sont là pour vous appuyer? Non, rien. Pas de système de soutien ou, par exemple, de responsabilité. Si vous appelez le médecin ou l'infirmière, que l'infirmière vient, eh bien, ses fonctions sont restreintes. Si vous avez été battu et vous devez couvrir vos cicatrices, les cicatrices sont visibles, mais il n'y a pas grand-chose qu'elle puisse faire pour vous aider dans ce sens-là, pour révéler cela. Même s'il y a un organisme extérieur qui vient à la prison et quelqu'un qui pourrait voir ce que font les détenus de façon aléatoire, de façon imprévue. C'est ça qu'il faut, des visites éclairs, surprises. Vous dites que vous avez également eu des représentants ethnoculturels qui sont venus pour vous aider. Est-ce que vous allez maintenant ensuite prendre la parole auprès de la collectivité, de la communauté, auprès des jeunes, pour leur expliquer que, en tant que jeune délinquante, vous auriez dû faire les choses différemment et qu'aujourd'hui vous faites les choses différemment? Parce que les jeunes ont besoin d'entendre ça. Est-ce que vous le faites ou est-ce que je peux suggérer que vous le fassiez? Très honnêtement, j'y ai réfléchi, j'y ai pensé. Ça fait longtemps que j'y pense d'ailleurs. Mais dans notre collectivité, nous n'avons guère de ressources, franchement. Et j'ai connu un incident et j'ai demandé de l'aide à quelqu'un de ma collectivité, sans vouloir trop parler de moi. Et personne n'était là pour m'aider. Et donc, j'ai ressenti une colère terrible. Et j'aurais aimé que nous ayons un endroit
où nous adresser pour trouver des avocats, des conseillers juridiques aussi, un endroit où venir, à qui nous adresser en disant voilà ce qui se passe chez nous, que ce soit dans le système pénitentiaire ou que ce soit dans le système scolaire ou l'aide à l'enfance. Et donc, vous savez, en fait, ça commence depuis l'école et puis l'école secondaire. Et donc, on appartient à différentes tranches d'âge, à différentes catégories. Mais à partir du moment où vous avez des démêlés avec la justice, alors là, si vous êtes en âge, c'est dur pour vous. Sénatrice Corday, merci beaucoup, Madame Charles, de raconter votre histoire. Et ce sont ces histoires précises qui nous inspirent pour faire des recommandations spécifiques. Merci également. Je suis content de vous revoir, Madame Brown. La semaine dernière, c'est la première fois que je me suis rendu dans une prison pour femmes. Et lorsque je me suis rendu dans le secteur de l'isolement, eh bien, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes mis en isolement. D'abord, on vous enlève votre matelas et vous devez rester dans cette salle. Alors pourquoi est-ce qu'on vous enlève votre matelas? Donc vous devez vous asseoir vous coucher sur du béton et vous avez une toute petite fenêtre et la cellule est vraiment petite. Donc si vous ne commencez pas à faire aller-retour dans la pièce, vous avez l'impression d'être comme un lion en cage. Alors si vous faites du bruit, eh bien on vous prive de douche. Et si vous ne bougez pas, si vous n'avez pas grand-chose à dire, vous aurez droit à la douche. Mais ça veut dire que ça vous rend fou. C'est un régime qui vous rend fou parce que vous êtes complètement confiné et vous ne pouvez aller nulle part. Ça vous rend fou. Et j'y ai passé 2 semaines. Et je me suis dit, bon, je deviens folle, tout simplement. La cellule n'était pas très grande. Non, elle était petite. Et j'ai jamais eu de matelas. Vous ne pouvez parler à personne. Et même lorsque je voulais essayer de plaider pour moi, pour dire c'est pas comme ça que les choses se sont passées, je ne pouvais m'adresser à personne. Personne ne m'écoutait. On vous isole complètement. Et donc, vous ne pouvez pas passer par-dessus les gardes. Vous n'avez aucun espoir. Et il n'y a aucune humanité dans le comportement qu'on vous inflige. Nous avons entendu des histoires de racisme au sein du système et on a entendu parler par les différentes associations, les différents groupes, du fait que souvent ils avaient l'impression que on divisait pour mieux régner, on opposait les groupes ethniques les uns contre les autres. C'est vrai. Et puis ça dépend également de la région dont vous venez. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, si vous venez par exemple d'un certain quartier de Toronto, et puis vous avez des gens qui viennent d'une autre partie de Toronto, et vous savez, la personne qui vous connaît, qui vous a déjà vu, te met dans ce secteur-là, vous mélange avec quelqu'un d'un autre quartier, et alors là, on vous tabasse. Et parce qu'on sait que vous avez déjà eu des guerres de gangs ou des affrontements avec eux, et donc ils font exprès de vous mélanger, de vous mettre en minorité au milieu de ces gens-là. J'ai été frappé par une des choses que vous avez dit. Vous avez dit, j'aimerais bien qu'on me donne une chance, que quelqu'un me donne la possibilité, par exemple, d'obtenir cette grâce que j'ai demandée. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire nous-mêmes pour nous assurer, lorsque des gens comme vous se sont bien tenus pendant très longtemps, qu'ils puissent sortir de là pendant 15 ans, dans votre cas? Combien de temps faut-il pour que vous démontriez que vous avez changé? Vous parlez de la commission de libération conditionnelle. Eh bien oui, la commission de libération conditionnelle fait une condamnation sommaire qui vient d'être changée. Et je pense que c'est à peu près 5 ans maintenant le délai. Et quant aux accusations, aux délits qui donnent lieu à accusation, je crois que c'est 10 ans.
si, par exemple, vous avez des frais à payer pour la victime, par exemple, si vous ne les payez pas au moment où vous arrivez au moment de la libération conditionnelle et que l'on voit que vous avez des droits à payer, que vous les eh bien, ça commence, ça démarre à partir du moment où vous payez les droits. Donc, vous pouvez, avant d'avoir eu aucun démêlé avec la justice pendant 10 ans, et vous ne saviez pas que vous deviez payer ces frais-là, alors vous demandez votre grâce, et là, on vous applique ces honoraires, ces droits. C'est ce qui m'est arrivé. Et ça commence le jour où j'ai commencé à payer. Alors, moi, j'ai dû faire un recours à l'échelon supérieur. Ils ont accepté mon recours, parce que je n'étais pas disposé à m'arrêter. Et ils m'ont dit non, c'est pas possible. Et j'ai continué d'insister. J'ai dit maintenant, j'ai payé ce que je devais. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, mais si les gens ne sont pas aussi énergiques que moi, tant pis, on rejette leur demande. Je ne sais pas ce qu'on pourrait considérer comme délai raisonnable pour s'être réhabilité, mais je pense que on fait ses preuves au sein de la collectivité, à l'école, ailleurs. Donc je pense qu'il devrait y avoir un système, par exemple un autre système en disant, bon, ça va, vous avez eu des démêlés avec la justice, mais maintenant on considère que vous avez été réhabilité en partie, qu'au moins on donne à vos employeurs l'impression qu'il n'y a pas de danger, que cette personne, oui, a eu des problèmes avec la justice, mais maintenant ça va bien, pour rassurer l'employeur. Je peux dire que c'est 5 ans après la condamnation sommaire qu'il faut attendre. Et vous dites qu'ils ont fait une exception, qu'ils vous ont donné 1 an seulement. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je devais payer des dommages, on va dire. Et donc, ça commence à partir du moment où vous payez ces dommages ou ces droits ou cette pénalité. C'est là que ça démarre, la période de réhabilitation. Et lorsque j'ai commencé à présenter ma demande, ils ne l'acceptaient pas parce que moi, je devais encore payer ces droits. Et donc, mais en fait, ça aurait pu commencer tout de suite. Vous parlez des 5 ans, pas de l'année, des 5 ans, c'est bien de ça que vous parlez. Il y a bien des choses dont nous pourrions parler. Je perçois votre détermination, votre vigueur, et vous dites qu'il aurait été bon que vous puissiez recevoir des informations ou des informations, être conscientisé, disons, lorsque vous vous comportiez, disons, mal, pour savoir quelles étaient les conséquences du fait d'avoir un casier judiciaire. Ben oui, j'ai entendu des parents qui me disaient que si on n'écoute pas, il y aura des conséquences. Par exemple, les programmes où vous aviez des condamnés à perpétuité qui allaient voir des jeunes et qui leur disaient « Attention, ne vous égarez pas, n'ayez pas de démêlés avec la justice. Vous-même, vous vous êtes retourné dans le droit chemin. » Alors, j'aimerais savoir quelles sont les initiatives qui pourraient donner de bons résultats dans les écoles, parce qu'il y a des conseillers, certains parents qui viennent dans les écoles. Il y a également certaines ONG qui interviennent et qui disent aux jeunes, aux adolescents, attention, ne te laisse pas dévoyer. Mais ça ne donne pas les meilleurs résultats que pour moi, quand ma mère me le disait. Ma mère me disait toujours, non, tu ne dois pas faire ça, Nathalie. Et je disais, oh, maman, laisse-moi tranquille. Et lorsque les parents parlent, on ne les écoute pas, ça n'a pas de valeur. Lorsqu'on entend d'autres personnes qui vous parlent et qu'on est toujours à l'intérieur de cette sphère où l'on vit, et ce que disent les gens n'a pas d'impact. Mais si, il y a aussi des gens qui savent présenter les choses. Alors, je ne voudrais pas vous mettre sur la sellette, mais il y a des gens comme... je vais vous parler de Sophie. Moi, j'ai rencontré Sophie alors que j'étais en tôle. Et donc, j'avais une quinzaine d'années. Et j'avais été condamné à une garde en liberté surveillée. Et ma sœur était très jeune. Mais j'ai reçu un grand appui, un grand soutien de la part de Sophie. Et je ne voulais plus avoir d'ennui avec la justice. Et je savais qu'il y avait je pouvais faire mieux.
elle soulignait des choses qui me concernaient dont je n'avais pas pris conscience. Et à ce jour, elle fait encore ça. Je l'appelle l'autre jour en disant « Je voudrais me présenter pour avoir cette place dans la fonction publique. » Et donc, soutien et soutien et soutien. Et des gens comme elle qui vous aident. Et donc, s'il y avait davantage de gens comme elle, ce serait plus efficace. C'est-à-dire que les gens parlent des erreurs qu'ils ont commises, de ce qui leur a valu d'être mis en prison. Mais on ne met pas en relief les qualités des gens. On ne dit pas aux gens ce dont ils sont formidablement capables. Et donc, que je peux être quelqu'un d'exceptionnel si je choisis de changer de chemin. Et donc, les gens qui vous aident ne vous le disent pas. Ils vous disent, oh non, tu vas avoir des ennuis, il faut que tu arrêtes de faire ça. Ne fais pas ça. Mais moi, je veux pas, parce que toi, tu me dis que je dois le faire. Mais si tu me parles de moi, que tu me mets en valeur, que tu découvres des choses à mon sujet. Et donc, parce que lorsqu'elle m'a dit, cette conseillère, oh non, non, tu ne seras jamais avocate, et que Sophie m'a dit, oui, tu peux devenir avocate. Et moi, je dis à mon fils, et donc je fais jouer Les Brown tous les jours, pour mon fils tous les jours, qui a 10 ans. Et donc c'était pas quelque chose d'assimilé. Et donc mon beau-père ne formait pas un bon couple avec ma mère, et c'est là que il y a eu des affrontements. Alors, quand elle me parlait, ça n'avait pas d'importance. Et lorsque je rencontrais Sophie, au contraire, elle me disait des choses qui me mettaient en valeur, qui me valorisaient. Et alors, à ce moment-là, c'était des choses qui me touchaient. C'est là que j'ai commencé à vouloir changer ma vie. Et c'est cela qu'il faudrait demander aux services de soutien. C'est-à-dire qu'il faut agir davantage en ce sens de valoriser les gens et donc de ne pas uniquement se concentrer sur l'argent ou de faire les choses pour de bon. Merci, sénatrice Martin. Une question complémentaire. Je suis arrivé un peu en retard, excusez-moi, je n'ai pas entendu l'ensemble du témoignage, mais j'aimerais savoir, la personne qui est assise à côté de vous, dont vous parlez, qui vous encourage, et j'aimerais comprendre qui est cette personne. Et vous venez d'expliquer les choses, et c'est important que je comprenne. Mais vous voulez vous-même être cette personne qui défend autrui, et vous voulez également faire les choses honnêtement, et ça se voit que vous voulez le faire. Et donc, ça vous donne la possibilité d'être ces personnes que vous souhaitez être pour défendre les gens, que ce soit dans la défense des intérêts, bien sûr à but non lucratif. Et vous dites que vous réfléchissez à cette vocation. Mais vous faites un effet formidable et vous avez une expérience directe de ce qui s'est passé. Je pense que si vous jouiez ce rôle de porte-parole et de défense des intérêts, je pense que vous auriez un impact extraordinaire. Donc, je voudrais vous encourager dans cette voie. Donc, je voudrais vous encourager dans ce sens et de remercier Sophie de l'appui qu'elle vous apporte. Sénatrice Sandechuk, avez-vous une autre question? Oui. Moi-même, j'ai pris en charge un grand nombre de jeunes et souvent l'influence provenait du petit ami ou de la petite amie et les parents, eux, avaient beaucoup de mal à affronter la situation. Mais c'est vrai que pour les parents, on ne s'efforçait pas tant de valoriser la personne et de mettre en valeur ce qu'il y a de bon dans la personne. Alors là, grâce à votre mentor aussi, vous avez réussi notamment à progresser, mais vous avez connu également l'expérience carcérale et c'est une expérience qui a laissé ses échos en vous. Et puis ensuite, vous êtes sorti du système. Alors, s'agissant des personnes qui sont incarcérées, comment est-ce qu'on fait pour les réinsérer dans la société de la bonne façon? Est-ce que les choses se sont faites au bon moment pour vous? J'ai rencontré Sophie alors que moi-même j'étais vraiment englué dans ma situation, j'avais 14-15 ans.
Et, donc, vous comprenez que vous voulez obtenir davantage de vous-même, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Et c'est là que se trouve la difficulté. C'est pas simplement que j'ai obtenu l'appui de Sophie, mais j'ai compris aussi, il fallait que je comprenne que ce n'était pas le genre de vie que je voulais mener. Je n'aimais pas que les gens me disent, va dormir, fais quoi, fais ce que tu dois faire maintenant, tu peux manger maintenant, c'est le moment de redormir. Je n'aimais pas qu'on me donne des ordres et des instructions. Et parce que la vie, c'est beaucoup plus riche que ça. Ma mère est une mère, parent unique. Elle a travaillé pendant 20 ans dans la fonction publique. Elle est mère célibataire. Et donc, elle a étudié. Et moi-même, j'ai grandi avec ce spectacle sous les yeux. Et je suis donc venue d'un très bon foyer parce que ma mère me donnait beaucoup d'amour. Mais c'est quand vous devez comprendre que je ne pouvais plus continuer de me comporter de la même façon parce que ça faisait de la peine à ma mère. Et ou bien vous continuez à le faire et vous nuisez à vous-même et à votre famille, ou bien vous devez changer. Et quand quelque chose vous dit que vous n'êtes pas simplement une criminelle, que vous pourriez faire beaucoup mieux, à ce moment-là, je me suis tournée vers ma mère qui avait fait des études, qui faisait très bien à son travail et je pouvais réussir comme femme noire ou bien je n'irais nulle part. Et c'est là que je vous ai rencontré. Et c'est là que j'ai pu choisir sur quelle route je me dirigerais. Merci. Sénatrice Pate, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis très heureuse que vous soyez ici, Madame Charles. Est-ce que vous avez été détenue au provincial et au fédéral? C'était à Maplehurst pour commencer. J'étais au centre Vanier pour commencer. Et c'était le service correctionnel provincial. Oui, c'est ça. Est-ce que le bureau de l'Ombudsman visite ces endroits? Parce qu'il, en principe, doit surveiller ce qui se passe dans ces centres. Non, je ne les ai jamais vus là-bas. Et d'ailleurs, c'est la première fois que j'entends dire qu'il y a un ombudsman. Et si je l'avais su à l'époque, j'aurais porté plainte. Donc, on examine surtout les détenus au niveau fédéral, mais en principe, il y a un enquêteur au niveau provincial qui visite les femmes, les détenus en prison et qui prennent leur part. Mais apparemment, ça n'existait pas à l'époque à Vanier et ça n'existe toujours pas ni au pénitencier de Lindsay ou celui de Milton. C'est celui de Milton, c'est là que j'étais. Non, il n'y en avait pas. Quelle recommandation est-ce que vous formuleriez pour empêcher d'autres jeunes de faire ce que vous avez fait? Et les choses qu'on peut faire pour empêcher ces activités, eh bien, on a fermé toutes sortes de centres communautaires, les programmes postscolaires, les activités aussi. Je me rappelle avoir appris à nager, par exemple, quand j'étais à l'école primaire, et ça n'existe plus. Et je pense que si on avait encore des activités parascolaires, même au niveau de l'école secondaire, même s'il y avait des choses qui pouvaient vous diriger
Par exemple, pour les sciences infirmières, s'il y avait des choses qui vous aidaient à vous diriger dans une carrière de ce genre, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir communiquer avec les enfants et leur demander qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quel sport est-ce que tu aimes. Ce n'est pas tout le monde qui aime l'école. Peut-être que vous pouvez devenir un travailleur manuel, avoir un métier. Parce que si vous ne terminez pas vos écoles, vos études, on va penser que vous êtes un idiot. Moi, si on n'aime pas l'école, qu'est-ce qu'on peut faire sinon? Il n'y a rien qui dit si vous n'aimez pas l'école, vous pouvez quand même avoir un métier au lieu de simplement décrocher. Moi, surtout pour les jeunes noirs, les jeunes garçons noirs. Je sais par exemple que mon fils n'aime pas lire et j'essaie de lui montrer autre chose. Par exemple, le génie. Il adore les jeux vidéo. Je lui dis, tu peux commencer à préparer des jeux vidéo. Tu n'as pas besoin de devenir médecin ou avocat. Et je pense que si on avait des programmes de ce genre qui parlent aux jeunes de possibilités de sport, il y a d'autres genres de sport que le basketball et le soccer, pour que sinon, les jeunes ne savent pas à quoi ils peuvent exceller. Madame la Présidente, ma question va porter sur le pardon. Alors, je vais attendre la deuxième série de questions. Oui, très bien. Je ne sais pas si on va arriver à une deuxième série de questions, mais ce que nous allons faire, c'est vous inviter les deux à rester avec nous au cas où il y a davantage de problèmes techniques. Sénatrice, merci et soyez le bienvenu. Vous avez été très inspirante, Madame Charles. Je vois que Sophie vous a inspiré. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous étiez déjà parent quand vous avez été jeune contrevenante? Oui. J'étais déjà en prison quand ma fille est née, j'avais 18 ans. Et comment est-ce que vous pouvez garder un rapport avec vos enfants? Eh bien, ça a été difficile. Je n'ai pas passé beaucoup de temps en détention. Quand j'ai rencontré Sophie, j'ai cessé d'avoir des démêlés avec la justice. Mais avant que ça recommence, pendant le temps où je n'ai pas eu de problème, je pouvais voir ma fille pendant la fin de semaine. C'était dans les années 90, je la voyais les fins de semaine et je devais retourner au pénitencier, au centre correctionnel le lundi. Ce n'est plus comme maintenant. Ça a dû être difficile et j'imagine que c'est la même chose pour les autres parents. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? C'est là qu'on peut trouver la religion. Et il y a du bon et du mauvais. Et c'est une chose positive. Vous commencez à prier, vous commencez à chercher Dieu et demander plus de force, plus de conseils. Si je ne l'avais pas fait, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Moi, c'est la seule chose qui m'a donné la force voulue pour faire face à ces problèmes. Je devais quitter ma fille, savoir que je retournais dans le centre correctionnel et je ne pouvais même pas téléphoner parce qu'il fallait que ce soit des appels avec frais virés et c'était très court. Je ne voulais pas le faire. Je sais que
on peut maintenant avoir accès à l'Internet, alors qu'à Facebook, c'est FaceTime. Maintenant, ça se fait, mais pas dans les années 90. Quel âge a votre fille maintenant? Elle a 21 ans. Merci encore une fois d'être venu aujourd'hui. J'ai une question supplémentaire. Vous dites que c'est là que on trouve la religion. Dans certains cas, on n'a pas parlé de groupes religieux qui visitent les pénitenciers pour fournir de tels liens aux détenus. Est-ce que ça a été votre cas? Oui. Ces groupes viennent parler aux détenus et vous pouvez faire des études bibliques. Il y a aussi des endroits où on peut aller prier. Et c'est ce que j'ai fait. Avant d'aller à Milton, j'ai passé un peu de temps à Brampton et c'est là que j'étais en isolement pendant un certain temps et c'est là que on commence à prier. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Vous êtes dans une petite cellule enfermée et vous pouvez perdre la tête si vous ne faites rien. Vous commencez à vous parler à vous-même. J'ai commencé à fréquenter l'Église à ce moment-là. Et pour moi, ça a été plus utile parce que quand vous entendez la parole de Dieu, ça vous permet de durer la semaine avant que vous pouvez entendre encore une fois la parole de Dieu. Ça vous donne de la force pour une semaine. Et c'est ce que j'ai dû faire pour avoir la force de survivre. Sénatrice Martin, mes questions sont reliées à tout ce qu'on a entendu. C'est la même chose pour moi. Toutes les semaines, ça aide à obtenir le réconfort du pouvoir supérieur. Vous avez parlé de votre fils, de ce que vous lui dites. Il semblerait que vous avez maintenant de très bons rapports positifs, mais je me demande quelles sont les conséquences sur les enfants à long terme. On peut voir parfois le cycle recommencer et vous avez mentionné que s'il y avait davantage de programmes communautaires dans les écoles pour les enfants, pour tous les enfants, et surtout pour les enfants dont un parent a un casier judiciaire. Et je me demandais quel genre d'appui vos enfants ou les enfants en général peuvent avoir quand vous êtes au pénitencier. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau communautaire qui s'adresse aux enfants d'anciens détenus, parce que pour moi, c'est un secteur très spécialisé. Oui, c'est très important, mais il n'y a pas de programme à ma connaissance. Je pense qu'un enfant... Je vais vous raconter une histoire. L'amie de ma sœur, sa mère importait de la drogue. Elle a été arrêtée aux États-Unis mais tout ce qu'elle avait était au Canada. Je pense qu'elle a 4 ou 5 enfants. Elle avait une maison au Canada. Il n'y avait rien qui avait été prêt pour ses enfants. On ne pouvait même pas dire de votre mère vous a laissé tel montant, vous devez payer telle ou telle facture. Elle a été condamnée à 5 ans d'emprisonnement et elle a tout perdu. Sa maison, et parce que ses enfants étaient trop jeunes pour s'en occuper, elle a tout perdu. Et un enfant a tellement de problèmes mentaux, peu importe si j'essaie de lui parler et lui dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut maintenant. Elle peut retourner à l'école, elle peut faire ce qu'elle doit, mais à cause de cette période de séparation,
Et c'était la plus jeune. Elle avait peut-être 15 ans. Et maintenant, elle a 25 ans. Et elle ne peut toujours pas surmonter tout cela. S'il y avait des programmes d'aide quelconque, même des aidants, si c'est l'enfant lui-même qui doit faire les premiers pas, il ne le fera pas. Il faut qu'un aidant aille visiter les enfants. Et on pourrait aussi dire on va payer telle ou telle facture pour s'assurer que les enfants ont de quoi manger, par exemple. On peut même amener les enfants visiter les parents, une visite personnelle, une visite en personne, sans barrière entre les deux. Ça peut avoir énormément de conséquences. Merci. Une brève question pour essayer d'avoir une précision. Madame Charles, vous avez parlé d'un programme quand vous étiez jeune contrevenante pour les Africains canadiens. Est-ce que ça venait de la clinique juridique pour Africains canadiens? J'étais jeune à l'époque. Je ne sais pas comment il s'appelait. Je pense que c'était un centre communautaire Lawrence West. Il y avait une dame appelée Janet. Si je pouvais la retrouver, c'était quelqu'un comme Sophie. Si je pouvais la trouver. Vous savez combien j'ai dû chercher pour trouver Sophie? Ça m'a pris des années à la retrouver. J'en avais besoin. J'essayais de voir où elle était. Enfin, j'ai réussi. Et maintenant, c'est vraiment parfait pour moi. Nous allons faire une brève pause maintenant de 3 minutes et ensuite on va revenir et voir Madame Hafkani. Je sais que vous êtes encore ici. On va maintenant passer à l'autre vidéoconférence. Nous allons donc vous perdre, mais j'espère que vous pourrez revenir une autre fois. Merci.
systémique le plus extrême. Et je dis le racisme systémique le plus élevé parce que on fait prendre conscience aux femmes noires de leur position à la base, sur le dernier degré de l'échelle. Et on m'a envoyé, on m'a secouru. Il y a Walter Bridges qui, par le truchement de l'université Wilfrid Laurier, offre 4 crédits universitaires. Et l'autre, c'était Odd Maps, c'est-à-dire une organisation d'appui ethno-culturel ouverte à tout le monde, mais surtout axée sur l'acquisition de qualifications et le renforcement de l'estime de soi des femmes noires. Et je suis actuellement étudiante à temps partiel à l'Université de Toronto et j'ai reçu une récompense de la Banque de Montréal pour mes excellentes réalisations et notamment pour avoir eu les meilleures notes pour la conclusion, pour avoir obtenu le programme de bridging, c'est-à-dire de transition. Bien, nous allons commencer par la sénatrice Corday, coprésidente. Merci beaucoup. C'est toujours formidable d'entendre quelqu'un qui a vécu une expérience. Et vous dites qu'on vous a lancé une planche de salut, en quelque sorte, et donc, ou une bouée de sauvetage. Et alors, donc, lorsque vous étiez à Kitchener, est-ce que vous pourriez expliquer ce qui s'est passé et dans quelle mesure et comment cela vous a aidé avec Outbacks? Comment est-ce que cela constitue un tournant dans votre vie? Comment est-ce que vous avez pris conscience de votre situation et est-ce que vous avez voulu changer votre vie? Eh bien, cette organisation, Walls to Bridges, est une organisation qui vous donne 4 crédits d'études, des crédits universitaires. Mais la pédagogie était une pédagogie, disons, intégrée et interactive. Et donc, ce n'est pas quelque chose de traditionnel, parce que j'ai grandi dans un contexte scolaire tout à fait classique, traditionnel. Je peux vous dire que des années 70, lorsque j'ai connu le système de l'école publique, eh bien, on prenait des filles qui avaient mon apparence au fond de la classe, au dernier rang, quelles que soient nos qualités et notre talent. Et lorsqu'on levait la main, eh bien, on ne nous faisait pas participer. Et donc, je pense que c'est le genre de pédagogie dont je parle. C'est plus un mode de vie qu'autre chose. Et donc, il s'agit de réapprendre à apprendre. Et on apprend, mais également, on enseigne. Il n'y a pas de hiérarchie de ce que je vous parle, donc, de ce Walls to Bridges, des murs au pont. Et donc, c'était quelque chose d'intégré ou qui faisait une boucle que l'on boucle. Maxine Taffer est entrée dans cet établissement simplement, pas seulement pour des femmes membres de minorité, c'était ouvert à tout le monde. Mais nous étions davantage privilégiés ou ciblés parce que nous avons des besoins différents. Et donc, elle est venue et il y avait ce programme à vocation ethnoculturelle et elle a constaté que l'on ne répondait pas à nos questions et à nos besoins. Je ne sais pas si on peut dire que nous étions négligés. Et parce que nos cheveux tombaient, tout simplement, et donc on ne s'occupait pas de notre chevelure. Ou bien alors, ils pensaient que lorsque nous faisions des bruits de bouche, ils pensaient que c'était un manque de respect. C'est comme ça que nous avons grandi. Et donc, il y avait... Et donc, il y en avait qui se comportaient de façon plus humaine envers nous. Nous ne voulions pas être délibérément des personnes insolentes qui manquent de respect, mais en fait, nous venions d'un monde différent et eux, elles-mêmes n'étaient pas curieuses de notre monde à nous. Et quant aux agentes des libérations conditionnelles, leur quasi-totalité sont blanches. Les facilitatrices, même chose. Quant aux responsables, c'est la même chose. Donc, lorsque nous avions un problème, eh bien, nous avions du mal à nous adresser à quelqu'un
pour lui poser le problème et la personne ne pourrait nous comprendre. Et nous donner des explications qui sortaient d'un manuel, mais ça n'allait rien à voir avec nos besoins spécifiques. Et donc, c'est nous qui avons commencé à nous aider les unes les autres. Nous avons formé une sororité, une communauté, et Max nous a donné cette possibilité. La semaine dernière, alors que nous étions à Ketchum, nous avons entendu parler du manque de compréhension et de l'importance de pouvoir se faire entendre. Donc, merci d'avoir souligné cela à nouveau. Et vous avez évoqué le racisme dans le système pénitentiaire et également, vous avez du fait qu'il n'y avait pas les gens auxquels vous pouviez vous adresser à des personnes qui étaient noires pour obtenir une appui. Alors, qu'est-ce que vous pouviez faire lorsque, par exemple, vous vouliez obtenir une éducation, changer d'orientation? Est-ce que vous avez trouvé une mentor? Pardon de vous avoir interrompu. Non, il y avait un grand nombre de personnes. Je dois vous dire que un grand nombre de personnes qui m'ont aidé étaient des personnes blanches. C'était des personnalités extraordinaires, des gens ouverts, compréhensifs que j'ai rencontrés tout au long de mon odyssée. C'était des blancs et des blanches, mais la majorité d'entre eux ne l'étaient pas. Alors, ce n'est pas un constat que je suis la seule à faire. J'aimerais. Alors maintenant, c'est très bien de m'accompagner pendant un petit bout de chemin, mais si vous viviez pendant une année entière avec ma peau, la peau que j'ai moi-même, eh bien, vous auriez une autre vision des chances. Et je pense que parfois, il y a des moments où on se sent justifié. Et bon, on comprend, souvent les gens ne veulent pas affronter ce qui est vrai. Ils ne veulent pas, ils se ferment, ils se recroquevillent et ils refusent de reconnaître cette réalité dont je viens de vous parler. Sénatrice Pate. Merci du travail que vous accomplissez. Merci Madame la Présidente aussi. Et merci Madame Edwards. Félicitations aussi pour les succès que vous avez remportés et de grand nombre de personnes qui avaient bénéficié du programme des murs au pont, Walls to Bridges, au pénitencier de Grand Valley, qui est le seul pénitencier pour femmes et pour hommes d'ailleurs, qui a ce genre de programme, Walls to Bridges. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous recommanderiez que l'on diffuse, que l'on fasse rayonner ce programme des murs au pont, Walls to Bridges, afin que davantage de femmes puissent avoir la possibilité d'aller fréquenter l'université? Et je peux vous dire que c'est depuis 92. Depuis 92, il n'y a plus d'éducation universitaire dans les prisons. Ça a été interrompu depuis. Maintenant, il faut payer pour obtenir cela. Et ça a été lancé par le docteur Shoshana Pollock, qui est la seule dans le pays à présenter cela. Et le succès de Mme Edwards est véritablement un témoignage de la qualité de ce programme, ainsi que de son talent et de sa détermination. Et d'ailleurs, j'attends avec impatience de savoir ce que vous allez faire au cours des prochaines années, Madame Edwards. Avant que vous ne répondiez, j'ai une question complémentaire à cette question de la sénatrice Pate. Est-ce que les crédits universitaires, les unités de valeur, est-ce que c'est accepté par l'Université de Toronto? Est-ce qu'il y a équivalence, puisqu'on parle de transition? Alors, s'agissant des unités de valeur ou des crédits, la réponse est non. L'Université de Toronto a ses propres normes, donc j'ai dû suivre le programme de transition. Ma mère est âgée. Nous habitons dans le cœur de Toronto et je veux être près de la maison. Donc, si je voulais utiliser ces unités de valeur ou ces crédits de Wilfrid Laurier, j'aurais pas pu. Il fallait que j'aille à Ryerson, mais grâce à Madame Dr. Simone Bacher, elle m'a dit pourquoi ne pas prendre le programme de transition, de passage, pour aller à l'Université de Toronto, justement, c'est ce que j'ai fait. Et je voudrais recommander ce passage à tout le monde.
Et je dis parfois aux gens, parce que moi, je parle beaucoup de mon cas, et j'aimerais raconter mon histoire, plutôt que de laisser d'autres raconter mon histoire. Alors je leur fais savoir qui je suis, où j'en suis, et où je veux me rendre. Et donc, il y a des choses qui peuvent changer. Et certains me disent, oh, je trouve abominable que des prisonnières puissent obtenir une instruction. Et donc, les gens ne comprennent pas que les risques de récidivisme sont très faibles, pratiquement nuls, négligeables, parce que vous avez changé, vous avez de nouveau de l'estime pour vous-même, vous avez pris notre orientation. Souvent, je peux vous dire que nous n'étions pas des mauvaises personnes, mais nous n'avions que très peu de chances de réussir parce que nos chances de réussir, notre départ dans la vie était tellement... Les dés étaient pipés contre nous. Et donc, j'ai rencontré une responsable et j'ai pris le certificat pour lui montrer. Je l'ai ici, dans mon sac. Et j'étais contente, j'avais reçu cette récompense dont je vous ai parlé. Ça ne lui a rien fait, elle est restée complètement impavide. Elle m'a dit, oh, vous semblez être une personne très, très ouverte. Est-ce que vous avez envisagé de faire le PS2W? Et donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent dans ce pays et qui ont l'ODSP. Alors, donc elle m'a proposé de devenir aide-soignante. Et donc, voilà, des gens qui viennent, qui sont plus instruits que vous, qui viennent parfois d'expériences extrêmement traumatisantes, et donc ils étaient filtrés, et le gouvernement ne va pas leur donner la possibilité d'avoir des emplois qualifiés. Qu'est-ce que c'est qu'ODSP pour les gens qui pourraient ne pas le savoir? ODSP. Vous parlez d'ODSP. Qu'est-ce que c'est que l'ODSP? Ontario Disability Support Program. C'est un programme d'aide aux personnes handicapées en Ontario. Bon, moi-même, j'ai eu ensuite la maladie de Grave. Donc, j'allais voir le médecin souvent. Et en fin de compte, en général, vous n'avez pas de pièce d'identité quand vous sortez de prison. Et donc, c'est difficile. Eh bien, quand même, vous entrez. Et donc, mais vous sortez, vous êtes prêt à manger de la vache enragée, vous êtes prêt à n'importe quoi. Je suis retourné à la clinique parce que j'étais vraiment propulsé par ma détermination. Et puis j'ai vu des spécialistes à Sunnybrook, j'y suis allé, et le médecin que j'ai vu à 2 reprises était quelqu'un de très professionnel. Il ne m'a jamais regardé dans les yeux. Il regardait toutes les analyses, tout ça, les papiers. Il a posé son stylo et il m'a dit, en me regardant, pourquoi est-ce que vous êtes en arrivé si bas que ça? J'ai dit, de quoi parlez-vous? Il m'a dit, pourquoi est-ce que vous vous êtes infligé ce genre de choses? Vous avez la maladie de Grave. Et ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Eh bien, j'avais une forme de thyroïdite extrême. Et donc, je leur disais, je ne me sens pas bien. Et ils pensaient que c'était tout dans ma tête. Et je leur dis, non, je sais que c'est quelque chose d'organique. Et ma mère survit avec 4 heures de sommeil. Mon père aussi. J'ai grandi avec ma mère qui travaillait et qui avait 3 emplois. Et mon père est un musicien professionnel, instruit, diplômé de McGill. Vous me suivez ou pas? Et je peux vous dire, je connais ma famille. C'est ce que je l'ai dit. Nous sommes des gens hyperactifs. Et ben, on m'écartait et ils essayaient de me donner à penser que ça n'allait pas bien chez moi. Et donc, les médecins ont pensé que je devrais suivre un programme spécial. J'ai suivi et achevé le programme et on m'a dit que j'étais prête maintenant à œuvrer pour que j'étais admissible au programme d'aide au handicap. Et donc voilà, c'est grâce à l'intégrité d'un professionnel médical, et j'ai éclaté en sanglots. Et j'ai dit, je le dis, c'est quelque chose qui est une insulte pour moi. J'ai 52 ans
et j'ai eu 2 vérifications du bien-être parce que je suis passé du foyer transition à la maison de ma mère. Et la première fois, j'ai eu 180 dollars et la deuxième fois, j'ai eu 220 dollars. J'ai un laissez-passer pour le métro et des rations alimentaires. Moi, je ne voulais pas bénéficier de l'ODSP, mais j'ai compris que j'étais malade. Alors, quelqu'un qui est dans un système correctionnel pénitentiaire, eh bien, écarter ce que j'ai à dire. Je trouve que c'est un manque de respect inadmissible. On me dit que je suis au dernier échelon et donc je ne voudrais pas parler à cette personne-là. Et c'est une histoire sans fin, un cercle vicieux. Je n'aurais jamais pu la convaincre. J'ai encore maintenant pris dans la paperasserie parce que votre dossier vous suit. Et je fais très attention à tout ce que je dis à cette femme. Il faut que je fasse très attention parce qu'elle remet en question aujourd'hui Worcester Bridges, des murs au pont. Je ne parle même pas de notre réunion aujourd'hui parce que ça pourrait susciter toutes sortes de difficultés. Et c'est elle qui décide du soutien que je reçois. Je suis censé avoir un rapport humain avec cette personne-là, mais je ne suis pas à l'aise avec elle. Merci beaucoup. Sénatrice Hartley. Merci, Madame Edwards, et félicitations. Malgré tout ce que vous subissez, vous continuez, vous poursuivez. Mais revenons à la question du racisme. Il semble que ce soit un problème de taille. Alors j'aimerais savoir si le racisme a joué dans votre cas ou est-ce que c'était la façon dont les gens étaient traités dans la prison. Les deux, dirais-je. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'ils ont tous besoin de suivre des programmes d'instruction, une formation. Il faut les reformater mentalement et il faut qu'ils réapprennent leur métier. Alors, quels sont les programmes pédagogiques que vous conseilleriez? Eh bien, étant donné que le Canada est censé être un pays multiculturel et accueillant et inclusif, eh bien, leur faire comprendre, notamment la vieille garde et les anciens surveillants et les anciens responsables, ils ne comprennent pas ce que le Canada est en train de devenir. Ils n'ont pas compris. Et les Noirs et les Autochtones ne sont pas des minorités, mais ce sont des minorités démographiques, mais nous sommes surreprésentés dans les prisons et les services correctionnels. Mais ce n'est pas notre intention au départ. Eh bien, moi-même, je ne parle pas. Je ne veux pas me faire la porte-parole des Autochtones, je parle au nom des Noirs. Et donc, il y a des difficultés. Et ma mère, par exemple, pour vous donner un exemple personnel. Ma mère pourra toujours se décrocher un emploi, mais regardez le type d'emploi qu'elle aura. Elle n'a pas fini ses études secondaires. Mon père, oui, il avait fait plus d'études, mais il était toujours le dernier à se faire embaucher, le premier à se faire envoyer. Il a démissionné de son travail, il a quitté le pays, ça a complètement détruit la famille. Je suis la seule de ma famille à avoir commis des crimes. Est-ce que vous pensez que je pourrais donner à ma mère ce que j'aurais volé? Est-ce que Enfin, elle m'a mise à la porte carrément. Il ne tolérait pas ce genre de comportement. Mais en même temps, je voulais ce qu'avaient mes copines. J'avais comme amie Rosa Mazakowski, Carolyn Greskoviat. Tout ensemble, on a postulé pour des emplois le même jour. On était à l'école secondaire. Toutes mes copines ont obtenu un emploi, pas moi. Rosa arrivait en retard. Yuna ne se présentait même pas au travail. Pourtant, elles les ont gardés, leurs emplois. Moi, on ne me laissait même pas entrer par la porte. Je ne dis pas que c'est le vécu de tout le monde, mais voilà ce que vivent beaucoup de nous, de la race noire. Donc, ça n'est pas juste dans le système pénal. Vous parlez de la société dans son entier. Est-ce que vous pensez qu'on a marqué des progrès? Nous célébrons le mois de l'histoire noire. On cherche des solutions, des pistes pour avancer en 2018. Qu'auriez-vous à dire? Même les émissions de télé. Kim's Corner, oui, j'aime ça. C'est très beau comme émission. Mais prenez le contexte plus vaste. Est-ce que ma communauté a un impact au total? Non. La fille qui a écrit The Kink in My
Ear. Elle est partie, elle a franchi la frontière, elle a dit que c'est trop difficile de réussir ici. L'Office national du film ne veut pas écouter nos récits, nos histoires. Il y a tellement de héros, et ici même, qu'on ne louange pas des gens qui ont contribué tout au long de leur vie et on ne les applaudit même pas. Ils ont peut-être 80 ans, ils vont peut-être recevoir une lettre de Kathleen Wynne ou de Trudeau disant « Félicitations pour cette victoire, ce jalon », mais c'est tout. On ne les applaudit pas, on ne les reconnaît pas. Les jeunes garçons décrochent, ils n'ont souvent pas de modèle de rôle. On comprend tout de suite pourquoi ils dérapent. Leur père ne les aide pas, ils se tirent de la maison et leur mère se trouve seule avec les enfants. Et c'est très difficile. On demande parfois aux filles, pourquoi tu es tombée enceinte? Réponse, je veux quelqu'un à aimer, je veux que quelqu'un m'aime en retour. La société ne vous aime pas, j'ai 52 ans. Je ne me souviens pas de Trinidad. Mon frère et moi, on était sur le même passeport lorsqu'on est arrivé ici. Je ne sais même pas d'où je viens. J'ai des parents là-bas, mais là-bas, on considère que je suis une étrangère. Donc, lorsque je suis retournée dans ce pays, on vient de perdre le signal. Désolée. On va essayer de rebrancher le signal. Entre-temps, on poursuit avec Madame Charles. Alors, c'est à vous maintenant, Madame Charles, de nouveau sur la sellette. Ça vous plaisait d'écouter, de suivre, n'est-ce pas? Alors, nous reprenons avec la sénatrice Corday. Vous avez dit que vous aviez besoin d'un coup de pouce. En sortant, vous avez été réhabilité, vous vous êtes réadapté. Cela fait 15 ans que vous n'avez pas de démêlé avec la loi. Vous avez des enfants, vous faites des études, vous avez une carrière. Alors, que pourrions-nous recommander en tant que comité pour vous donner à vous, à des gens comme vous, un coup de pouce, un coup de main? Eh bien, c'est la question que je vous poserai à vous. Je vous la pose à vous, cette question. Qu'est-ce que vous pourriez offrir à quelqu'un comme moi, n'est-ce pas? Parce que je comprends les pouvoirs qui appartiennent à certaines personnes, mais jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans l'utilisation de ces pouvoirs? Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont désireux d'aider, mais cela s'arrête à un moment donné, un point donné. Alors, ma question pour vous est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour nous, pour moi? Voilà la question que j'aurais pour vous. Alors, comment pourrait-on avoir une Sophie dans toutes les communautés? Eh bien, il faudrait multiplier les gens qui sont comme elle. Il faudrait peut-être appuyer son organisation aussi pour qu'elle puisse faire la même chose un peu partout, style franchise, pour qu'elle puisse envoyer sur place des gens qu'elle connaît et qui sont là pour servir la communauté, pour servir les gens. Donc, si elle a des gens qu'elle recommanderait, prions Dieu qu'elles soient ces personnes aussi sincères et désireuses d'aider qu'elle. Voilà ce que je souhaiterais. Merci, merci beaucoup. Sénateur Pate. Vous avez parlé du processus des pardons. Si vous êtes à l'aise, pourriez-vous nous parler un petit peu de la façon dont cela fonctionne? Beaucoup de gens ignorent qu'il n'y a plus de pardon. On suspend le casier, en fait, et les délais ont été multipliés par 2 par rapport à ce que c'était lorsqu'on avait un mécanisme de pardon. Et le coût, lui, a été multiplié par 4 ou 5. Je pense, et d'autres pensent comme moi, qu'il nous faudrait instaurer un processus dans le cadre duquel, après un certain délai, si le nom de la personne surgit et qu'elle n'a pas eu de démêlé avec la police, eh bien, cette personne devrait pouvoir dire « je n'ai plus de casier judiciaire ». Beaucoup de gens pensent que c'est juste, excusez-moi pour le juste, 631 $, c'est plus que le revenu
de beaucoup de gens, mais beaucoup de gens doivent obtenir des empreintes digitales, etc. Savez-vous ce que cela vous a coûté en temps et en argent pour faire votre demande? Tout d'abord, cela a changé au cours des 2 ou 3 dernières années. C'était environ $150 il y a quelques années et il n'y avait pas de limite temporelle pour la réponse. Vous pouvez demander et vous attendez 5-6 ans qu'on vous revienne parce qu'il y a tout un arriéré accumulé pendant des années. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je pense que c'est bien $631. Et ça, c'est juste pour déposer votre demande. Pour ce qui est des empreintes digitales, eh bien, c'est un autre processus. Donc, il faut commencer par les empreintes. Il faut se rendre à la caserne locale, mais c'est ensuite envoyé à la GRC. Ensuite, il y a 2 vérifications de casier. Tout d'abord, une vérification locale et ensuite une vérification spéciale. Et ça coûte $80 juste pour obtenir le document pour qu'on vérifie vos antécédents criminels. Après cela, et je pense que c'est ce morceau qui posait vraiment problème, il vous faut faire la liste de toutes les régions dans lesquelles vous avez vécu des problèmes. Il vous faut demander la transcription pour chaque incident. Donc, si vous avez eu des problèmes dans la région de Peel, Toronto, Halton, Brantford ou autre, vous devez faire un dépôt de $50 pour avoir une transcription. Ça peut même être plus ou moins selon. Vous devez payer pour obtenir ces transcriptions. Et ces transcriptions, eh bien, vous ne les obtenez qu'au bout de X mois. Donc, pour que vous lanciez le processus, il faut vous y prendre 1 année à l'avance, 6 mois à l'avance minimum, avant même d'être admissible à une demande de pardon. Parce qu'il faut prévoir 1 mois et demi pour que les photos prises lors de l'incarcération et que les empreintes soient livrées à la GRC. Ensuite, il faut attendre quelques mois de plus pour obtenir les transcriptions. On a Pardon Canada, cela existe, mais croyez-le ou non, c'est juste une coquille, si vous me comprenez. Vous devez faire tout le travail vous-même, donc vous payez pour utiliser le titre, tout simplement. On ne vous aide pas. Pardon Canada ne vous aide pas. Vous devez faire tout ce travail sur le terrain vous-même. Question supplémentaire? Allez-y. Donc, Pardon Canada est un organisme qui existe et beaucoup de gens pensent que ce sont ces gens-là qui donnent les pardons. Exactement. Et parfois, on leur donne $1000. Oui, et c'est très trompeur. Non seulement le titre est trompeur. Autrefois, ça s'appelait Pardon. Ça s'appelle Pardon Canada. Si vous faites une recherche Google, c'est le premier nom qui surgit. Deuxièmement, il faut compter plus de $500 que vous devez leur verser pour qu'ils vous aident avec la demande. Et ils vous disent « Oh, on pourra faire plus vite pour vous ». Mais ça n'est pas possible. Moi, je téléphonais pour me renseigner au sujet de mes empreintes digitales. Et ils ont eu mes empreintes pendant 3 mois à la GRC sans que rien ne bouge. Et j'ai demandé de parler au gestionnaire parce que ça faisait 3 ans que j'attendais qu'on me revienne. Et j'allais passer par Pardon Canada et la dame là-bas a dit non, ça vous économisera de l'argent si vous faites le travail vous-même. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai suivi son conseil. Donc même avec ma carrière, j'avais un petit emploi, j'aidais les gens à établir la documentation pour leur pardon. Pour ce qui est de l'importance d'un pardon, je ne sais pas si ça s'appliquait à vous, si c'est trop personnel. Ne répondez pas, mais beaucoup de mamans ne peuvent pas se porter volontaires pour encadrer leurs enfants à l'école, dans les équipes sportives, scolaires, etc. Ces femmes sont écartées pendant 5-10 ans. Elles ne peuvent pas accompagner les enfants avec les sorties scolaires, etc. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Autre chose, pour certains emplois, par exemple le travail social et les postes d'aide, aide-soignant par exemple, vous ne pouvez même pas vous inscrire dans le programme si vous n'avez pas déjà une suspension de casier ou un pardon. Et la plupart des écoles exigent un pardon. Donc, même si vous avez une suspension, vous ne pouvez pas postuler. Oui,
Pour revenir aux sorties scolaires, comme je l'ai dit, ma fille a 21 ans. J'ai fait une sortie avec l'école, mais je me rends moi-même en voiture. Donc, vous pouvez être là sur place, mais vous devez vous rendre par vos propres moyens. Si vous voulez accompagner votre enfant à bord de l'autobus, vous devez faire une déclaration au sujet de votre passé criminel. Et c'est ainsi que j'ai pu participer à des sorties avec ma fille. Et ma fille joue au rugby. Et mon fils fait de l'athlétisme. Et mon fils... Enfin, ma fille, avec l'équipe de rugby, elle ne se déplaçait qu'à l'intérieur de l'Ontario. Donc, j'ai pu l'accompagner. Mon fils, lui, se rendait aux États-Unis. Je pense qu'il avait 7 ans. Il court très vite. Et je n'ai pas pu l'envoyer là-bas parce que je ne peux pas traverser la frontière à cause de mon casier. Donc cela a été très, très pénible, très difficile. Pour ce qui est de l'emploi, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar en soi. Parce que chaque fois que vous postulez pour un emploi, on vous demande si vous avez des antécédents criminels, si vous pouvez être responsable d'argent, est-ce que vous mentez? C'est ce que je fais. Si je ne mens pas, lorsque je fais une demande d'emploi, je n'aurai pas l'emploi, donc je mens. Alors, je décroche des emplois pour lesquels il n'y a pas de vérification de casier judiciaire. Dieu merci pour moi. Mais les emplois que je souhaiterais avoir maintenant requièrent cette vérification des antécédents criminels. Donc, je suis à un carrefour. Qu'est-ce que je fais? Je ne veux plus que mon casier m'empêche d'avancer, m'entrave. Je ne veux plus que ça définisse qui je suis. Ce n'est pas qui je suis, ce n'est pas moi. Je ne suis plus cette personne. Donc, je vais postuler pour ces emplois et je vais dire la vérité. Je vais dire aux gens que j'ai un casier, mais moi, je pense que je suis digne de confiance et que je peux manipuler des sommes d'argent conséquentes. Si vous n'avez pas eu de démêlé avec la loi, au bout de X années, vous devriez être considéré comme réhabilité. Comment peut-on se débrouiller? Je songe à Denise Edwards. Comment va-t-elle trouver ces 631 $ puisqu'elle est à l'assurance à validité? Avant de payer les 631 $, vous devez payer pour autre chose, pour vous nourrir, etc., ou pour le loyer. Dans certaines provinces, vous touchez même moins que cela. Avez-vous déjà demandé un appartement? J'ai accompagné mon fils l'an dernier. Il faisait une demande d'appartement et les gens ont demandé une vérification de casier judiciaire. Est-ce que c'est légal? Oui, c'est légal, on peut le demander. Mais moi, on ne me l'a jamais demandé pour être accepté comme locataire. Je ne loue pas, je suis propriétaire, donc je n'ai pas été confrontée à cela. Dieu merci. Mais côté emploi, j'ai été confrontée à ce défi pour ce qui est des sorties avec mes enfants. J'ai eu ces problèmes. Et je me suis sentie mal à l'aise. Je manque de sommeil depuis quelques semaines à cause de ce placement que je veux. Et je me demande si je dois expliquer aux conseillers en placement ce qui m'arrive, ce qui m'occupe, ce qui se passe. Madame Edwards a parlé de son malaise. Si je réponds par X, est-ce qu'elle va me regarder de travers? Est-ce qu'elle va m'aider à postuler? Qu'est-ce qui va se passer si je ne suis plus ou pas cautionnable? Je suis donc piégée et je ne sais pas, pour parler franchement, quoi faire. Je termine en avril, je dois être placée en mai. Pardon, Canada, la commission des libérations a jusqu'à août pour me revenir. Et tout ce que je fais, encore une fois, c'est me tourner vers ma foi. Et je prie à Dieu pour qu'il me vienne en aide, pour que je décroche un placement et que j'obtienne mon pardon
pour que je puisse réintégrer pleinement la société. Merci beaucoup. L'univers vous entend et vous êtes assise à côté de la mentor et de la personne la plus incroyable qui soit. Alors voilà la liste des intervenants. Madame Edwards, nous sommes heureux qu'on ait rétabli la connexion. Je pense que vous étiez en train de parler lorsque le système nous a abandonnés. Auriez-vous quelque chose à ajouter? Il y a tellement de choses que j'aimerais dire, mais j'aimerais enchaîner sur ce que Nathalie a dit au sujet des emplois. Alors, j'ai fait enregistrer une compagnie. Je me suis juré que je n'allais pas faire le ménage des gens, mais j'ai une boîte de nettoyage et j'ai décroché quelques contrats. Et j'ai décidé d'être tout à fait franc avec les gens. Dès que je les ai rencontrés, je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas si vous allez me garder, mais j'étais accusée de X. J'ai été inculpée pour importation. Et je leur ai dit, je n'ai pas envie de voler, de prendre ce que vous avez chez vous, bijoux, carte de crédit. Ça n'est pas moi. Moi, j'ai importé des substances illicites. Ça n'est plus mon propos. Donc, je nettoie. Et le type me dit, est-ce que tu pourrais venir de 11h à 14h? Je l'ai fait, fort heureusement. Et je me suis dit, si après 4 séances, on m'a gardé, ça voudrait dire que je pourrais payer de l'impôt. Il m'a dit qu'il me paierait comptant. Alors j'ai dit, d'accord, les premières fois, argent comptant, pas de problème. Mais moi, je veux payer mes impôts et voir si je peux me rebâtir. Parce que je me suis dit que je pourrais peut-être recruter dans mon entreprise des femmes qui sortent de prison. Parce qu'il est difficile de se trouver un emploi. Donc voilà ce que je fais. Il me volait. Il me payait moins que ce qui avait été convenu. Je suis retournée chez lui plusieurs fois et il ne me payait pas ce qui avait été convenu. Et j'ai eu le courage de dire, gentiment, vous savez quoi? Peut-être que vous m'avez mal comprise. On s'était entendu pour X comme paiement. Et savez-vous ce qu'il a dit? Eh bien, tu sais quoi? Je te paierai après ta journée de travail d'aujourd'hui. J'ai travaillé de 11h à 18h le jour même. Et sur mon départ, il m'a dit, je n'ai rien à te donner. J'ai demandé pourquoi vous faites cela. Et il a dit, tu veux que j'appelle ton agent de libération? Et moi, j'ai répondu, tu veux que j'appelle l'ARC? Il pensait qu'il pouvait me contrôler. Mais moi, je lui ai renvoyé la balle. Mais voilà notre situation à l'occasion. Vous êtes honnête, vous êtes franc et voyez ce qui vous arrive. Vous êtes poursuivi par la malchance. J'ai été honnête avec lui. Il avait des caméras partout chez lui. Il les branchait lorsque j'arrivais et il me laissait travailler. Mais en bout de ligne, c'est ce qu'il avait en tête. Il pensait qu'il pouvait se servir de moi, ancienne détenue, parce qu'il me contrôlait. Et j'ajoute à ce que Nathalie a dit, nous sommes vraiment très mal prises. On ne peut pas dire aux gens qu'on a un dossier, un casier criminel. Mais moi, j'ai été honnête et le gouvernement offre des programmes aux jeunes de 17, 18 jusqu'à 29 ans, mais c'est tout. Après cela, vous n'avez droit à rien. Surtout si vous avez l'air de moi et vous souffrez de discrimination à cause de votre âge, à cause de votre race. Peut-être que c'est seulement moi, mais les femmes de couleur, on leur dit d'habitude, on nous parle avec une petite voix et peut-être qu'on utilise nos mains plus que d'autres, mais ce n'est pas parce que nous manquons de respect. Si je téléphone, par exemple, à Ottawa, un centre d'appel, je peux dire tout de suite, d'après le ton de la personne qui me répond, à quoi cette personne ressemble.
surtout parce qu'il n'a pas cette petite voix pointue. Et à cause de cela, nous avons vraiment des problèmes un peu partout. Mais si les gens passaient un an dans notre peau, et je ne veux pas manquer de respect à qui que ce soit, mais je ne me rappelle pas la dame qui préside, la sénatrice. Je vous si vous êtes maintenant présidente d'un comité, vous devez être 2 fois plus intelligente, 2 fois plus durable que n'importe qui d'autre pour arriver là. Je peux le dire à tous les sénateurs et sénatrices qui sont là que vous n'avez pas eu la vie facile, mais parce que vous êtes de l'autre côté, vous venez de l'autre côté, vous avez dû connaître des situations très difficiles. Vous ne voulez peut-être pas en parler aux autres. Qu'est-ce que je peux répondre à cela? Sauf que j'ai certainement vécu une vie dans votre peau. J'ai vécu toute ma vie à avoir les problèmes que vous avez mentionnés. Donc, vous avez tout à fait raison. Je m'appelle Wanda Thomas Bernard et je suis de la Nouvelle-Écosse. Madame Edwards, oui? Je voudrais ajouter une chose. Est-ce que je pense qu'on devrait abolir les pénitenciers? Pas du tout. Je méritais d'être en prison. J'étais criminel. Peut-être pas aussi longtemps que je l'ai été, mais je crois aussi que selon la Charte des droits, tous les programmes sont basés sur la chrétienté. Nous sommes d'habitude les plus pauvres. Nous sommes toujours reconnaissants pour tout ce qu'on nous donne, mais c'est une bonne chose. Mais il y a bien des gens qui n'ont jamais reconnu le pouvoir suprême de Dieu. Et je pense que parfois on viole nos droits. Est-ce que je pense que j'avais mérité d'être en prison? Oui. J'assume toute la responsabilité de ce que j'ai fait. Mais parfois, et c'est aussi quelque chose de systémique, il faut voir qui vous condamne aussi. Est-ce qu'on tient compte de certaines choses? Non, parce que c'est impossible pour ces personnes à cause de leur expérience de vie. Ces personnes sont de Mars, nous sommes de Vénus. Et qu'est-ce que nous devons faire? C'est l'accepter et compter sur notre foi, sur nos soutiens. Et parfois, c'est comme une porte tournante. Nos soutiens sont parfois nos enfants. Et ce qui arrive si nous ne sommes pas là, ils vont aussi tomber dans le même piège que nous. Ils n'ont pas d'endroit où aller. Oui. Donc, au nom du comité, je tiens à vous remercier sincèrement, Madame Edwards, Madame Charles, de vos témoignages aujourd'hui. Ça a vraiment été exceptionnel de vous entendre. C'est l'histoire, c'est le mois de l'histoire noire et le thème, ce sont les femmes noires qui célèbrent leur force. Et vous deux, vous nous avez montré justement beaucoup de force aujourd'hui et de courage aussi. Ça prend du courage pour raconter votre histoire et je sais que chaque fois que vous le faites, vous revivez une partie des traumatismes que vous avez connus. Et je sais que l'expérience du racisme et le sexisme et aussi la discrimination en fonction de l'âge, tout cela, ce sont des réalités quotidiennes
et ça peut vous causer des problèmes dans la vie quotidienne. Vous faites très bien. Je souhaiterais que tout le monde ait un mentor comme vous, Madame Charles. Vous pouvez voir, si vous pouvez me voir à l'écran, Madame Edwards, que je parle aussi avec les mains. Donc, merci à vous deux de vos témoignages. Vous nous avez aidés à sensibiliser les gens aux obstacles que doivent surmonter les détenus, pas seulement pendant qu'on est au pénitencier, mais aussi pour la transition à la communauté. Je pense que je vais sans doute vous revoir, Madame Edwards. J'espère vous rencontrer en personne un jour. Merci beaucoup à tous, à toutes, de nous avoir écoutés. Merci. Merci d'avoir écouté ma vérité. Merci d'avoir partagé votre vérité. Avant de lever la séance, sénateur, nous avons un budget pour le prochain exercice financier. Nous espérons nous déplacer, aller à Edmonton et Vancouver, à Abbotsford aussi, la semaine du 23 avril. J'ai une proposition que je vais vous mettre. Êtes-vous d'accord que l'étude spéciale de l'application, la demande de budget pour les audiences publiques et d'examen de la situation à Edmonton, Vancouver et Abbotsford pour les droits de la personne des détenus dans le système correctionnel fédéral pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019 soit approuvé? Qui veut proposer? On parle ici de 6 sénateurs. On nous a toujours dit de proposer que ce soit le comité complet. Quelle est la règle? Il n'y a pas de règle officielle. Nous voulions simplement être réalistes. Et on peut toujours le changer. Si on changeait le nombre de 6 à 7 à 8, on retournerait à la régie interne et on nous donnerait le budget approprié. Je sais que dans le passé, certains comités disaient on veut simplement que 4 d'entre nous fassent partie de ce voyage. C'est plus difficile avec certains autres comités. Ce que je disais d'habitude quand on devait prévoir que ce soit tous les comités, c'est ce que les journalistes retenaient, c'est que c'était le budget total, mais ce n'était pas vraiment réaliste. Si c'est très bien, mais il ne faudrait pas qu'on exige des choses impossibles si nous devons demander plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que tout le monde est d'accord avec le budget? Est-ce aussi d'accord que le sous-comité du programme et de la procédure soit autorisé à approuver la version finale du budget et que la présidente puisse le présenter au comité permanent de la régie interne des budgets et de l'administration? Oui. Merci beaucoup. La séance est levée.